il shinait un Hey, peu les son gars, coco. on va mettre. On peut-tu faire un faux départ, mon. Non. Non. Le départ, il est bon. Là. C'est juste toi qui veux pas que je dise mes niaiseries. Chris, Non, c'est- j'aime pas ça, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Non, c'est vrai, ton Ouais, micro marche pas. Ton son est bizarre, effectivement. Ben, ça peut être un bon début pareil, il n'y a pas de problème. De toute façon, Ok. ton style micro, t'es pas capable de le setter comme du monde à chaque fois. C'est de notre faute aussi, Yann. Il y a 3 pitons dessus. Il aurait fallu en prendre un qui n'a pas de piton. Pourquoi on a des pitons sur un micro? C'est ça. Bonjour tout le monde, bienvenue au Trio économique. Cette semaine, on discute de sujets uniquement si on est discipliné, évidemment. Donc, c'est pas de notre faute si on dévie des sujets qui sont prévus. C'est tout le temps ça qu'on fait. Mais initialement, on a prévu parler de déficit fédéral, de foie gras, de métro financé par Netflix à New York. C'est tout cohérent, vous allez voir. Il y a une ligne directrice fondamentalement intelligente là-dedans. On n'a pas le choix. Avec un PhD en économie. D'ailleurs, si t'es là, ça peut pas être si intelligent que ça. Là. Ouais, c'est ça. Mais sérieusement, j'aime beaucoup l'éclairage de ta nouvelle pièce, Vincent. Je trouve ça vraiment bien. Ça ressort bien. Au début, je pensais que tu avais un filtre Instagram, honnêtement. Non. Mais je pensais même pas qu'on avait ces features-là. Mais non, l'éclairage s'est vraiment amélioré. Fait que c'est super bon. D'ailleurs, j'aimerais ça que les gens votent en commentaire. Est-ce que Vincent devrait huiler un peu dessus de sa tête? C'est question d'avoir un reflet. Là, genre comme... On a tout le temps eu un prof au secondaire qui était chauve un peu, puis c'était shiné. Là. Puis souvent, ces gens-là, ils se pousser ça sur le côté aussi. T'as-tu déjà pensé faire ça comme coupe de cheveux? Les laisser pousser une couronne? Ouais, non? C'est pas chic, ben une couronne. Non, ça t'est pas passé par la tête encore? Mais shiné, moi, je pense, je serais... On commence le podcast un instant, les amis. C'est les niaiseries, là. Oh, man. Bon, pendant que j'entends un enfant derrière, ce que je m'en allais dire, notre sympathique ministre de l'économie qui pense que il y a 25% des gens aux États-Unis qui trouvent l'absentéisme. J'ai réécouté la clip parce que tout le monde disait mais elle doit parler de quelque chose. Je l'ai réécouté 3-4 fois, puis je comprends pas encore de quoi qu'elle parle. Aux États-Unis, 25% des employés sont malades chaque jour. Au Canada, c'est seulement 8%. Elle dit, je connais une fille aux États-Unis, elle a des usines, puis là-bas, ils n'ont pas de sécurité sociale ou je sais pas quoi. Puis là, elle fait comme bifurquer, puis elle dit, vous savez, M. Filion, aux États-Unis, il y a 25% des gens qui sont malades chaque jour, et au Canada, c'est juste 8 grâce à nos beaux programmes. Ça, j'ai été généreux en passant. Dans la cote que j'avais sortie pour Vincent, j'ai pas rajouté le bout où elle dit que c'est à cause d'elle que nous, c'est 8, puis là-bas, c'est 25. Ah, j'avais pas entendu ce bout-là. Merci. Hey, c'est spécial. Ça, mais pour vrai, là, je m'excuse, mais pour les gens, 25% d'absentéisme, c'est la faillite d'une entreprise. Là. C'est la faillite d'un pays, d'après moi aussi. Ben, vous riez, mais je pense qu'au niveau des jeunes en Suède, c'est des statistiques qui frôlent quand même le 20%. Non, écoute, l'absentéisme... C'était dans le livre de ton ami, ça, jeune homme. Quel livre? Ben, le gars, là, qui... socialisme... voyons, c'est quoi, non? Mais attends, il faut qu'il fait une distinction entre le taux d'emploi ou le taux de non-emploi, parce que c'est l'inverse de... C'est pas la même chose que l'absentéisme au travail. L'absentéisme au travail, c'est que tu as un emploi et que tu ne te présentes pas. C'est pas 25%, parce que les données de l'autre... C'était pas 25%, c'était une vingtaine de pourcents. En Suède, dans la catégorie des jeunes. Les plus vieux, il n'y avait pas ça, là, mais c'était vraiment du 40 ans et moins. Écoute, je ne sais pas pour les jeunes, c'est vrai que tu viens de me proposer une sous-division, mais je regarde les gens qui disent qu'ils sont absents du travail pour des raisons de santé. Okay? Puis ça, c'est les données de l'OCDE. La Suède a effectivement un taux, puis la Norvège ont des taux plus élevés que les pays de l'OCDE en moyenne. Ça, c'était dans le tweet où est-ce que j'ai répondu à cette niaiserie-là. C'est à peu près entre 5 et 7%, mettons. Si tu prends les pays nordiques, là, Suède, Finlande, Norvège, entre 5 et 7%. C'est quand même très loin du 8% qu'a dit que le Canada a.
En fait, quand tu regardes le Canada, malgré que les données ne sont pas disponibles dans la même base de données que celui de l'OCDE, le Canada, quand tu regardes le nombre de jours travaillés et le nombre de jours manqués, tu arrives à peu près à 4%, ce qui est quand même moins que les États-Unis qui sont généralement d'année en année, là, à peu près entre 1,5 et 4%. Le pic, naturellement, c'était pendant la COVID, où est-ce qu'il y a des gens qui disaient qu'ils étaient malades. Tu avais un travailleur sur 5 qui manquait son travail une journée. Un travailleur sur 20, excuse-moi, qui manquait une journée de travail pendant la saison COVID. Mais après ça, c'est revenu aux moyennes historiques de toutes les saisons précédentes, entre 1,5 et 3%. C'est de la bullshit, ces affaires-là. Là. Elle a pris une firme et elle a trouvé probablement la plus extrême. C'est débile. Je ne comprends même pas comment un journaliste n'a pas cliqué que c'était une niaiserie. Le bout des Suédois, par contre, est assez vrai. Des Suédoises très actives et très absentes de leur travail. Donc, très actives dans le sens que le taux de participation au marché du travail est élevé, mais sont souvent absentes. En Suède, une femme active occupée sur 5 n'est pas au travail, ratio stable depuis 1990. Donc, une femme qui a un emploi... C'est quoi la proportion? 20%. 1 sur 5. Ouais. Mais est-ce que c'est 1 sur 5 des femmes qui ne sont pas au travail ou c'est 1 sur 5 des femmes qui ont un emploi ne sont pas au travail? Exactement. 34% pour les femmes actives occupées ayant un enfant de moins de 7 ans. Donc, ça monte à c'est 1 sur 3 carrément qui est absente de son travail quand elle a un enfant de moins de 7 ans. 18% quand les enfants ont 7 à 17 ans. Et évidemment, c'est 25% pour l'ensemble des deux. Donc, au niveau des jeunes femmes avec des jeunes enfants en Suède, le taux d'absentéisme est effectivement de l'ordre de 25%. C'est gros, hein. Je vois le vert. Je veux dire, je me mets dans la position que je veux gérer une entreprise avec des statistiques comme ça, puis sacrément, c'est un bordel, cette affaire-là. Écoute, juste pour le fun, parce que tu as dit les femmes, puis je connais les chiffres, là, on connaît les chiffres pour la moyenne totale. Ça serait bon de voir le nombre d'hommes qui manquent, parce que ça veut dire que parce que tu m'as généralement cité des femmes ici. C'est pas. C'est généralement pour des raisons d'enfants. Fait qu'il faudrait voir un peu par genre. Fait que là, écoute, j'ai vraiment juste googlé. J'ai googlé absenteeism, Sweden, male, puis j'ai ajouté European Commission, parce que je sais qu'ils ont des données généralement. Ouais. La Suède, les absences du travail, pas juste pour des raisons de santé. Donc là, tu prends pour absence pour des raisons, toutes les raisons confondues, chez les 20 à 64 ans. Le champion dans l'Union européenne, c'est la France. OK. Pour le total, un peu en bas de 20%. C'est gros pareil, 20%. En fait, je vais envoyer la source là, pour que Frank puisse la partager, à la mettre à l'écran. Donc, écoute, imaginez gérer une entreprise où est-ce qu'il vous manque quasiment 20% d'une main-d'œuvre. C'est une catastrophe. Là. Oh oui, mais après ça, il manque quelqu'un. Après ça, mais en France, ce qui est intéressant, c'est que les hommes et les femmes n'ont pas vraiment un gros écart entre eux. Okay. Tu passes à la Suède, puis là, l'écart est gigantesque. C'est-à-dire, la Suède n'est pas loin derrière la France, mais l'écart est en bas de 15% pour les hommes, à peu près 20% pour les femmes. Fait que, disons que tu as peut-être 3 fois l'écart qu'il y a en France entre les hommes et les femmes. Tu as 3 fois l'écart en Suède. Mais après ça, ça descend quand même assez vite. Puis pour la plupart des pays européens, absence pour toutes les raisons confondues est à peu près peut-être 12%. Regardez le graphique, là, c'est pas la proportion la plus élevée. C'est quand même assez élevé. Là. Mais l'écart entre les deux s'expliquerait comment? Genre un mauvais système de garderie? Non, je pense que c'est l'accessibilité à des programmes sociaux. Oui, ben en fait, probablement, il y a 2 choses. Il y a 2 choses qui vont compter. Le premier, ce serait ce que Frank vient de dire. En fait, il y a peut-être 3 choses. Le premier, ce serait l'offre de service de garde. Mais je ne pense pas que ça doit être Je regarde la variance entre les points. Puis je me dis que ça ne peut pas être ça parce que la France, la Suède, l'Autriche, le Danemark, la Finlande sont dans les top 5 d'absentéistes, sont ceux qui ont les programmes probablement les plus généreux. Puis quand tu regardes dans le bas, l'Irlande n'est pas super généreuse, l'Estonie, les Pays-Bas ne sont pas particulièrement généreux parce que je fais un petit peu de travail sur ça. L'Espagne non plus. Fait que le ratio suggère que c'est probablement pas le facteur. Ça ne veut pas dire que ça ne compte pas, là, mais ce n'est pas le facteur le plus déterminant. Le deuxième, tu pourrais dire que c'est des questions de normes de genre. Qu'est-ce qui est attendu? Puis
Puis là, tu as peut-être l'argument de certains conservateurs que dans les sociétés les plus égalitaires en termes de droits, c'est là que des différences naturelles entre les hommes et les femmes émergent particulièrement. Fait que tu vas voir beaucoup plus de ségrégation occupationnelle. Genre, les femmes vont vraiment aller dans des métiers qui sont associés historiquement aux femmes, même s'ils ont le choix d'aller dans d'autres métiers. Donc, ce n'est pas la présence de barrières, c'est vraiment le choix qui est exercé. Puis quelqu'un dirait, fait que j'essaie d'imiter Jordan Peterson ici, il dirait que non, ça reflète le fait que parce qu'elles ont le choix, les femmes préfèrent faire ça naturellement. Donc, puis il y a une notion aussi de législation puis de réglementation au niveau des codes du travail, dans le sens que, puis de syndicalisation probablement, dans le sens que quand tu arrives, puis tu as une banque, moi ce que j'ai observé là, sur le marché du travail, c'est quand tu as une banque de congés, mettons, vous avez 10 congés familiaux, par exemple, pour l'année, la plupart des gens vont utiliser les 10. Alors que quand tu as une politique très libérale de dire, écoute, si tu as besoin de t'absenter, parle à ton boss, discuter, on va s'arranger, tout ça, il n'y aura pas de problème. Puis il y a des gens qui ont un bon rendement au travail, qui doivent s'absenter, les boss vont être généreux de leur côté, des gens qui sont peut-être moins performants vont être moins généreux, mais c'est très libéral, c'est pas réglementé. Ouais. Mais généralement, quand il y a des banques fixes, le taux d'absentéisme est pas mal plus élevé que quand... Autrement dit, un pays avec une grosse fonction publique aura un taux d'absentéisme plus élevé, c'est ça que tu dis. Ouais, entre autres. Puis non seulement ça, mais je regarde aussi, j'ai regardé absentéisme pour revenir à ça, là, juste pour voir. Au Canada, l'absentéisme, toutes raisons confondues, 8,8 %. OK, fait qu'ils sont 8 et ça, c'était vrai, et c'est l'autre chiffre qui n'a pas rapport. Donc, forcément, elle parlait du truc. Non. Ce qu'elle a dit, c'était... Moi, c'est toutes causes confondues. Elle, ce qu'elle a dit, c'était pour des raisons de santé. Les raisons de santé étant un sous-ensemble de toutes les absences, ça doit être par nécessité moins que la totalité de la chose. Puis je regarde dans les pays... Ça te montre pareil, excuse, pendant que tu cherches ton affaire, là, ça te montre pareil que tu as des gens qui sont en charge. Elle est envoyée pour présenter le budget dans une émission de télé. C'est la ministre responsable de ça. Puis finalement, si tu analyses un peu ce qu'elle dit, tu te rends compte que les chiffres qu'elle sort, c'est tout de la bullshit. C'est un peu spécial pareil. Là. Moi, sérieusement, c'est quoi? Autrement dit, tu as le goût tu te poses la question, tu te dis, est-ce que si on avait pris n'importe qui en disant va faire l'émission, ça aurait-tu été mieux ou pire? Tu n'as pas l'impression que ces gens-là ont l'air en contrôle. Éric Girard, ça avait l'air un peu moins pire, là, mais tu t'es rendu compte assez vite que si tu le cuisinais, il te bullshitait. Oui, bien, en fait, ce qui est spectaculaire, c'est quand tu parles à un des fonctionnaires du ministère des Finances ou du Conseil du Trésor, eux autres connaissent le chiffre pour de vrai. Les vrais kingpins, c'est pas le ministre qu'on envoie à TV. Il y a une autre chose aussi que je voudrais vraiment qu'on souligne, là, parce que je pense que c'est un fait important. Là. Le taux d'absentéisme, il y a un petit problème avec ça. Puis ça, c'est quelque chose que c'est vraiment un point super technique, là, mais je vais essayer de le simplifier le plus radicalement possible. C'est que le taux d'absentéisme, étrangement, semble souvent augmenter avec la compétitivité du marché du travail. La raison, c'est que les employés vont souvent chercher des emplois pendant qu'ils occupent un autre emploi, donc ils vont prendre une journée de maladie pour aller chercher une entrevue. Donc, ils vont aller faire des entrevues, ils vont envoyer des CV pendant une journée. Donc, en réalité, la personne n'est pas vraiment en train... Donc, on va prendre ça souvent comme un signe qu'il y a quelque chose de pas correct en termes de politique générale, donc de santé macroéconomique, alors qu'en réalité, ça peut être un signe de santé. Donc là, il y a une question de à quel point le marché est compétitif ou non. Donc, tu as comme une sorte de paradoxe qui se cache. Il n'explique pas la totalité, mais qui se cache aussi là-dedans. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Là. Donc, une petite partie, peut-être, un dixième de la proportion, peut-être, est expliquée par des choses comme ça. Puis, on connaît tous quelqu'un qui s'est dit, j'ai vraiment ma job. Fait qu'aujourd'hui, je calme malade, puis je commence à regarder Indeed.ca ou quelque chose comme ça. Puis il y a la notion aussi, as-tu une entreprise une économie de PME ou une économie de grande entreprise, dans le sens que la statistique dans la grande entreprise va être assez fiable à cause de tous ces principes-là de banque, de congés, ainsi de suite. Écoute, moi, si tu me demandes le taux d'absentéisme des employés de votre conseiller.net, par exemple, j'en ai pas beaucoup, là, j'ai 3 employés en réalité. I don't fucking know. I don't fucking know. Parce que souvent, nous autres, on va... Moi, sérieusement, depuis que je travaille avec Yann, je t'ai dit quoi? Genre 2 fois, je serais pas là vendredi. Puis, le 3/4 du temps, je m'étais arrangé pour faire toutes les heures en 4 jours. Fait qu'en fait, tu vraiment calé
absentes. Ah non, là, au niveau de la PME, la statistique n'existe tout simplement pas. Là. Si mettons, Statistique Canada m'appelle pour un sondage, parce que ces données-là doivent être extraites avec des sondages, là, je pense qu'on n'a pas le choix de penser que c'est la méthode. Mais mettons que je participe à un sondage sur l'absentéisme, écoute, je vais le bullshiter, le sondage. Je ne commencerai pas à... Mais attends, il y a un autre truc. Yann a mis un doigt sur quelque chose de super important. Fait que, encore une fois, il faut mettre les choses en perspective. Là, j'ai envoyé une étude de StatScan, là. Puis quand Yann a dit ça, je me suis dit, il faut que je check si c'est le point, parce que ça fait parfaitement du sens. Généralement, on sait dans les enquêtes que les petites entreprises ont un reporting de bien moindre qualité. Si tu envoies une enquête en fonction de l'entreprise, le taux de réponse va diminuer avec va augmenter avec la taille de l'entreprise. Et ici, là, j'ai cherché c'est qui était dans l'étude que je viens d'envoyer à Frank. Puis ils disent, a workplace is included in our sample if it existed both between 1999 and 2001 and had at least 10 employees in both years. OK. Donc, tu vois que déjà, ils ont l'air de dire qu'ils doivent faire des restrictions pour justement avoir un échantillon qui a une certaine qualité. Oui. Puis ça ne me surprend pas du tout. Fait que probablement que les taux, peut-être pas la différence, mettons, entre les sexes. Donc, ça, je ne pense pas que ça serait affecté. Mais si tu regardes les taux entre pays, les pays qui vont avoir des niveaux très élevés d'absentéisme, de petites entreprises vont avoir, par accident probablement, des plus bas taux d'absentéisme. Oui. Donc, si tu regardes la composition des types d'entreprises, donc tu as quelque chose qui fausse un peu les données ici, je pense. Mais au final, ça ne va pas changer tant que ça. Mais à travers la distribution, il n'y a aucune chance que tu aies un taux d'absentéisme pour des raisons de maladie de 25 %. Les États-Unis ont à peine, quand tu prends tout confondu, ont à peine 9 %. Donc, puis c'est logique que les États-Unis et le Canada soient très semblables parce que c'est à peu près la même culture d'entreprise. On n'a pas la culture d'entreprise des Européens, on a la culture d'entreprise des Nord-Américains. Puis on sait que la production... On a aussi les taxes différentes. Hein. Il y a quelque chose qui est à souligner. Quand quelqu'un choisit de travailler, quand je travaille, je choisis d'abandonner du loisir. Ce que je gagne d'abandonner du loisir, c'est les biens au net. Right? Si tu me dis que tu augmentes les taux d'imposition, mais ça veut dire que le rendement net du travail, donc le coût de sacrifier du loisir a augmenté. L'absentéisme, c'est comme une manière de réduire ce coût-là un tout petit peu. C'est pour ça que je te garantis que si j'écris absenteeism puis j'écris tax rates, juste pour voir, il doit y avoir un genre de corrélation. Il doit avoir une corrélation qui existe. Et puis je pense qu'ici, ce n'est pas juste une corrélation par accident, comme la corrélation entre le nombre de films dans lequel Nicolas Cage est, puis le nombre de morts par piqûre d'abeille au Maine en 1980, dans les mêmes 10 années que Nicolas Cage. Mais regarde, Absenteeism, Efficiency, Wages and Marginal Taxes, Scandinavian Journal of Economics. Injury-related absences are less affected by tax changes than other absences. Absenteeism becomes more sensitive to tax changes as the occupational employment rate increases. Donc, il y a l'air d'avoir une relation entre les taux d'impôt et l'absentéisme. C'est beaucoup plus complexe que oui. Que ça. Ce que Freeland a fait, c'est qu'elle a pris une statistique qui semblait correcte, mais pas tout à fait bien édictée dans son cas. Puis elle a comparé ça avec une anecdote américaine. Oh oui, ça ressemble à ça. Là. Ça, c'est la profondeur de notre classe politique. L'anecdote. Puis elle a passé ça... Excuse-moi, pas juste notre classe. Toutes les classes politiques. Je ne pense pas qu'ils sont capables de... La capacité de raisonner dans l'abstrait, puis ensuite de revenir au concret, puis ensuite de passer du concret à l'abstrait à nouveau, c'est trop d'efforts cognitifs pour réussir ça. Je sais que mon enfant est capable, mais il y a 4 ans, puis je pense que c'est le mieux que ce que je peux lui donner. S'il devenait politicien, je pense qu'il perdrait ce talent-là. Mais la quantité de bullshit que ces gens-là racontent est quand même assez extraordinaire. Là. Solide. Je me suis amusé pour le fun à aller voir les prévisions des budgets précédents.
Parce que, tu sais, finalement, on en a parlé avec le budget Girard. La seule affaire qui est pertinente, c'est de regarder l'année en cours parce que finalement, à chaque année, ils modifient les prévisions. Donc, finalement, les chiffres qu'ils te donnent pour 27, 28, 29, 30, c'est tout de la merde. On le sait. Tu es conscient qu'il n'y a aucun journaliste qui fait l'exercice que tu as fait? Ben non, j'imagine que non. Et voici, je me suis amusé pour le fun, je suis allé voir le dernier budget, je crois, de 2019. Et voici ce qu'on nous disait. Ça, c'était le déficit projeté pour les années à venir. Donc, on avait un genre de 9 milliards en 2023-2024, 12 au niveau fédéral. Là. Oh, oui, on est au niveau fédéral. Là. Donc, ça, c'est le dernier budget de 2018-2019, de ce que je comprends. Bon, vous me direz, il y a eu la pandémie, puis tout, on comprend. Là. Mais j'ai fait le même. Tu peux faire le même exercice avec toutes les années. Et il n'y a pas une fois où les chiffres qui sont donnés pour les années suivantes, quand tu vas au budget de l'année suivante, les chiffres ne sont pas les mêmes. Là. Jamais. Même pas dans un ordre de 10%, sauf une grande exception dans les années 90 quand Paul Martin coupait les dépenses. Paul Martin avait fait une hypothèse de croissance beaucoup plus lente, donc il avait pris le plus bas de tous les estimés. Donc les revenus, dans ses projections, les revenus augmentaient moins vite qu'ils ont vraiment augmenté. Il a aussi fait des coupures assez solides, de telle sorte que les dépenses ont, à toute fin pratique, baissé relativement au PIB. Principalement donc, dans l'armée et les transferts aux provinces. Les transports aussi, les gens oublient que le ministère qui a été le plus coupé, c'était le ministère des Transports. Ah ouais? C'était un des plus coupés, si je me souviens bien. Ça fait longtemps que j'ai touché à ce fichier-là. C'est-tu à l'époque Air Canada était public, par exemple, ou des choses comme ça? Ou Ben, je sais que c'est là qu'ils ont commencé la privatisation. Je suis pas mal sûr. Peut-être que j'hésite un peu, là, parce que des fois, j'ai toujours peur de mélanger des affaires entre les conservateurs. Mais Navcan, par exemple, a été privatisé à cette époque-là. Donc, toute la question du contrôle aérien a été privatisée. Les libéraux avaient fait aussi, ils avaient commencé le processus de délégation des aéroports. Plein d'affaires comme ça qui étaient... C'était cool, les années 90, pareil. Hein? Ouais. C'était plus facile d'être libéral à cette époque-là. Donc, là, vous vous rappelez ce que je viens de mettre à l'écran. En 2019, on nous disait qu'en 2023, on aurait 9 milliards de déficit. Et si on va en 2023... roulement de tambour! Bing, on nous annonce que c'est pas 9,8, mais c'est 40. Et ben là, vous voyez les années subséquentes. Donc, moi, je ne crois absolument plus à rien de ce que ces gens-là disent. Pensez-vous sérieusement qu'en 2028, 2029, ça va être 14? La réponse, c'est probablement non. Ah non, on est dans le mode de déficit structurel. Je veux dire, si tu n'es pas capable de faire aucun surplus budgétaire depuis 2015, des années extrêmement fastes d'un point de vue économique, ben, je veux dire, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un surplus un jour? Mais justement, parlant de surplus, je suis dans un article de la presse, hashtag le blog étudiant, du 29 octobre 2022. 29 écoute bien ça, j'ai le droit d'être méchant, check bien ce qu'ils nous disent. Dans le 29 octobre 2022, ça fait pas longtemps, là, il y a eu une mise à jour économique faite par Freeland et les autres qui sont avec elle. Et voici ce qu'on nous disait dedans. Ah, ça va bien en ce moment, on a un excédent de 4 milliards. Il est où? C'est rendu où l'excédent? Il faut bien que ces gens-là racontent n'importe quoi. Là. Mais c'est n'importe quoi. Là. Même ce qu'ils viennent de déposer là, tu regardes là, tu dis, ça vaut-tu quelque chose, cette affaire-là? Ou c'est finalement, l'année prochaine, on va nous dire que... Non, il n'y a aucun commitment à revenir à l'équilibre budgétaire. Il n'y a aucun signe de commitment crédible. C'est sûr qu'ils disent ben oui, on va revenir, ben oui. Ben, ils s'arrangent encore pour te faire des graphiques qui descendent un peu, mais à chaque année, on rehausse, puis on rehausse, puis on rehausse. Fait que, tu sais, au final, si tu prends ça serait un bel exercice à faire le graphique réel. Tu fais deux courbes, là. Ce qui a été annoncé, puis ce qui est la réalité. La mise à jour de l'automne, la 5e année impliquait un surplus budgétaire au niveau fédéral. C'était la première fois qu'on avait un surplus budgétaire. Pouf! Complètement disparu. Tu le vois, on est même dans un déficit de 13 milliards dans la 5e année. Pourquoi? Ben, entre autres, parce qu'il y a des nouvelles dépenses là-dedans. On vient d'implanter un régime dentaire là, à tout le monde. On n'a pas augmenté les taxes et les impôts. À tout le monde, oui, puis non. Il faut que tu fasses moins 90 000, c'est vrai, excuse. À deux. Oui, c'est pas tout le monde. Ça a sorti de ma bouche tout seul, mais tu as raison, c'est pas à tout le monde. Là.
Mais je veux dire, c'est des bidous, là, de payer des dents aux gens. Hey, c'est le double de ce que c'était. C'était censé coûter 6 milliards, ça coûte 13. Hey, écoute, d'ailleurs, c'est un peu ridicule le fait qu'ils ont l'air de vouloir s'attaquer au truc dentaire, parce que dans tous les secteurs de santé au Canada, le secteur qui performe le mieux, puis c'est largement parce qu'il y a beaucoup de participation privée, Je sais pas. les coûts sont pas mal stables en dollars réels. Quand tu regardes, il n'y a pas... Pas mal la seule place où tu peux avoir un bon service aussi, je te dirais. Là. Oui, mais en fait, je suis pas en train de dire... 19 heures dans une clinique. Puis, Je ne suis pas en train de dire que les coûts n'ont pas augmenté, mais c'est largement parce que maintenant, il y a des nouvelles procédures qui sont de nettement meilleure qualité. Si tu pouvais ajuster pour la qualité du service, les coûts ont clairement baissé. Mais le pire, c'est que la plupart des gens détestent aller chez le dentiste, pas parce que ça fait mal, là, ça c'est des chochottes, là. Mais ceux qui détestent aller... ça, c'est ceux qui détestent aller chez le dentiste parce que ça coûte de l'argent. Les dentistes n'ont pas si bonne réputation que ça auprès de la population parce que les gens disent « sont bien crosseurs », tout ça. Mais un moment donné, moi, je suis là, puis moi, je ne suis pas assuré côté dentaire, fait que je le paye de mes poches. Je regarde ce que je paye, puis là, à un moment donné, tu es 1 heure assis avec l'hygiéniste, puis le dentiste vient à la fin, puis là, tu as eu tes radios, ils t'ont gossé dans la bouche avec des appareils stériles pendant un temps. Tu regardes tout l'équipement qui est utilisé pour ton traitement ou ton nettoyage, si tu veux. Là, puis tu te mets à compter. Tu te dis, comment la chaise que je suis assis, elle vaut combien? L'équipement vaut combien? La stérilisation de l'équipement vaut combien? Puis là, à un moment donné, tu checkes ça, puis tu te dis, ting, 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 ting. Tu te dis, hey, il y a du cash ici, là. Il y a du gros, gros cash en équipement, là, où est-ce que je suis assis autour de moi. Là. Quelqu'un qui est attentif à ce genre de choses-là, tu te dis, shit, c'est sophistiqué, là, les traitements dentaires. Puis là, tu arrives à la fin, puis tu payes, puis ça te coûte 90$. Oui, puis... Attends une minute, là. C'est parce que le psychologue, il coûte 100-130$ de l'heure, là. Ah, non. Il y a un autre petit truc. Vas-y, j'ai une anecdote après. Il y a 2 trucs à noter. Oui, les prix des services dentaires augmentent plus vite que l'inflation, mais ils augmentent moins vite que le revenu. Donc, mettons ça au clair. Là. Le revenu médian augmente à peu près à la même vitesse. En fait, augmente un petit peu plus vite que le prix des services dentaires quand tu regardes les tendances. Deuxièmement, il y en a une solution qui est très simple. Il y a un ordre des vétérinaires des dentistes au Québec qui a tendance... Tu vas-tu chez le dentiste, chez ton vétérinaire, toi, Vincent? Écoute, avec les dents que j'ai des palettes de cheval. Fait que, tu m'as pas vu. Ah, je l'ai rattrapé, celle-là. Tu regardes l'ordre des dentistes au Québec, pas des vétérinaires. Ça se lime, hein, des palettes, si c'est trop long. Moi, je les aime. J'ai jamais eu de problème avec ça. Il faut bien que j'aie un signe distinctif avec mon absence capillaire. Ouais, c'est ça. Mais anyways, si tu veux, tu pourrais peut-être déréglementer certaines tâches dans le domaine de la dentisterie, comme par exemple, tu pourrais avoir, donc imagine, disons que tu réduis les actes réservés, que tu pourrais avoir seulement une clinique pour les nettoyages, donc qui est faite uniquement par des hygiénistes, qui font uniquement ce service-là, puis après ça, ils délèguent tout le reste, toutes les autres opérations à des gens qui font... Parce que quand tu vas faire juste ton traitement aux 6 mois, ce que tu reçois comme service, c'est un nettoyage. C'est un nettoyage. Et c'est le dentiste à la fin, il vient et te gratte un peu le bord d'une dent, mais toute la job a été faite par l'hygiéniste. Ben, c'est ça, mais au final, ce que tu pourrais faire, c'est juste on prend des photos, on prend la radio des dents, puis on l'envoie à l'autre. Si, par exemple, tu réduisais les actes réservés, je suis sûr que si on regarde dans la loi, je suis presque 100% sûr que si on regarde dans la loi, en fait, dans le code de la profession, je ne serais pas surpris qu'il y ait une disposition qui dit que tu ne peux pas avoir un établissement avec juste des hygiénistes dentaires. Donc, tu ne pourrais pas avoir d'entrepreneuriat. Je suis sûr qu'il y a aussi une réglementation qui dit que tu ne peux pas offrir les services dans un autre type d'endroit que des cabinets privés. Donc, tu ne pourrais pas avoir une clinique dentaire dans un Walmart, par exemple. Ah, puis si le dentiste est en vacances, le cabinet est fermé. Oui, c'est ça. Puis il y a plein, exactement, puis je suis sûr que si on continue de gruger au travers, il y a plein de réglementations qui doivent empêcher l'entrepreneuriat. Avant, de dire, ben, essayons d'augmenter, parce que c'est ça que la subvention va faire, parce que c'est une subvention, tu vas augmenter la demande. Si tu augmentes la demande, l'effet pervers, c'est que tu vas augmenter les prix pour les gens qui consomment déjà. Fait que, tu sais, il y a peut-être une manière plus simple, c'est qu'est-ce qui fait que les coûts sont plus élevés par unité de service? Bien, les coûts par unité de service, ça peut être des barrières réglementaires qui n'affectent pas la qualité, la protection du public. Ça ne veut pas dire que je dis d'enlève tout, parce qu'il
y a clairement une asymétrie d'information. Ton dentiste, il en sait plus que toi sur les dents, donc il pourrait te mentir, il pourrait t'abuser. Donc, il y a peut-être une justification pour une sorte d'ordre professionnel qui semble défendable, mais je suis sûr que si on regarde, quand tu donnes, comme c'est la chose que je dis tout le temps, c'est quand tu donnes tu dis, OK, qui va garder le gardien? Right? Tu lui donnes le pouvoir, mais en même temps, c'est lui qui a accès il peut l'utiliser pour d'autres choses que des bonnes choses. Fait, au final, on devrait peut-être commencer à réviser le code des raison professions. qu'il y a un petit peu de protectionnisme du côté de l'ordre des dentistes, mais c'est définitivement pas le pire champ d'expertise de ce côté-là. Puis tu le vois, là, je veux dire, les gens qui trouvent que ça coûte cher, généralement, avec les dentistes, c'est juste parce que vous ne payez pas vos autres soins de santé. Si vous payez vos médicaments vous-même sans assurance, si vous payez votre consultation avec un médecin sans assurance, vous allez trouver que le dentiste, c'est pas le plus cher de la gang. Là. Comparez votre dentiste avec votre vétérinaire, puis je me doute que le vétérinaire est plus cher que le dentiste. Il y a aussi, il faudrait voir de ça, je ne sais pas si c'est le cas au Canada, là, je suis un petit peu rouillé, mais aux États-Unis, par exemple, quand l'assurance est offerte par l'employeur, elle est déductible d'impôts. Mais au final, la question, par exemple, au Québec, c'est si, parce que tu sais, quand tu embauches quelqu'un à 40 000 au Québec, en réalité, il te coûte à peu près 47 48 000 avec taxes. J'ai dit à 40 000, ça, c'est les taxes masse salariale. Je ne parle pas des coûts. Je ne parle pas des coûts pour l'entreprise. Je parle juste de ce que le gouvernement te demande d'extra. Ben, savais-tu qu'il y a une question que les auditeurs ont probablement déjà eue. Avez-vous remarqué que sur votre T4, quand vous avez des assurances collectives, votre T4 fédéral et votre relevé 1 provincial, les chiffres ne sont pas pareils? Oui, vous avez avez déjà posé la question. C'est quoi la réponse? C'est les assurances collectives. Au Québec, sont imposables et pas au fédéral. Fait que ça fait partie de ton package de rémunération au Québec. Ben, d'ailleurs, je voudrais juste souligner que la taxe sur la masse salariale, c'est à toute fin pratique une double taxation. Parce qu'au final, tu vas payer de l'impôt sur ton revenu. Là, ce qu'on dit, c'est que tu n'auras juste pas ce revenu-là que l'employeur. Parce que si je t'apprête à te payer à dépenser 50 000 pour t'avoir, donc 40 000, c'est de la rémunération, au final, ça veut dire que j'aurais été prêt à te donner 50 000 cash. Fait que peut-être qu'il y a des choses comme soit détaxer cette forme de rémunération-là. Il y a un défaut à ça, c'est que tu vas évincer le marché de l'assurance individuelle, dans le sens que plus personne ne va s'assurer de manière individuelle parce que tout le monde va l'avoir avec l'employeur. Au niveau de la dentisterie, c'est déjà ça. Tu n'as pas d'assurance individuelle pratiquement de ce côté-là. OK. Dans ce cas-là, ça veut dire que ce marché-là a déjà disparu. Mais mettons qu'on dit on enlève toutes les taxations sur le payroll, tout ce qui est masse salariale sous une forme ou une autre, tu ne vas peut-être pas avoir réduit le coût des services, mais tu vas avoir augmenté l'affordabilité. C'est quoi en français? Abordabilité. L'abordabilité du service. Donc, peut-être que si les libéraux étaient vraiment convaincus que c'est important de faire ça. D'ailleurs, en passant, les taxes à la masse salariale, c'est aussi crissement régressif. Parce qu'au final, le coût est le même. Certains coûts sont les mêmes pour tous les employés. Un prof d'université, les frais administratifs qui doivent être payés sont les mêmes que pour la personne plus bas dans l'échelle. C'est sûr que la taxe à la masse salariale, c'est en proportion, mais c'est en proportion du total. Mais il y a des frais qui sont liés à ça, puis là, c'est par tête de pipe. Fait que je te dirais que moi, ce que j'augmente là, en termes de frais administratifs, disons que je suis payé 125, le coût total, je dois arriver à 135, alors que la personne qui est à 40, peut-être qu'elle est à 48. Le ratio de différence est crissement plus gros pour la personne en bas de l'échelle que la personne en haut. Fait que si tu arrêtais de taxer la masse salariale, tu augmenteras encore plus l'abordabilité pour les gens en bas de l'échelle. Les gens qui vont gagner 100 000 $ par exemple au Québec vont voir que leur paye nette va augmenter quelque chose comme au mois de septembre ou octobre. Puis la raison de ça, c'est que vous dépassez votre maximum RRQ, votre maximum RQAP, maximum d'assurance-emploi à ces moments-là. Donc, on est dans une situation où est-ce que vous arrêtez de payer les taxes sur la masse salariale sur ces proportions-là parce que votre revenu est plus élevé. Fait que les gens qui dépassent un certain revenu ont comme toute une augmentation de paye nette à l'automne, puis ils se demandent pourquoi. La raison, c'est ça principalement. Oui, en passant juste pour le fun, j'ai regardé. Aux États-Unis, j'ai regardé par tranche de revenus, ton taxation nette sur le revenu, si tu es en bas de 10 000 tu reçois 20 %. Donc, c'est un taux de taxation nette de 20 %. Mais la taxe sur la masse salariale est de 11 %. Écoute,
la première... Tu pourrais donner... Non, mais tu réalises ce que ça veut dire? Tu pourrais donner 10% moins de transferts aux gens, OK? Puis tu augmenterais leurs revenus si tu enlevais en même temps la taxe à la masse salariale. Moi, je me rappelle Ça une de même. fois dans la vie, ce qui m'avait fait capoter, c'est, en 2011, j'arrête mon travail d'actuaire. 2012, première année complète comme travailleur autonome. Je gagne à peu près 50 000 $ de revenus, mais j'ai des dépenses pour 38 000 environ. Fait que j'ai un 12 000 net qui reste à ce moment-là. 12 000 $ de revenus. Tout le monde comprend que tu ne payes pas d'impôt là-dessus. Il a quand même fallu que je fasse un chèque de quelque chose comme 1300, 1400 pièces au gouvernement pour la RRQ, l'assurance emploi. Pas l'assurance emploi, mais la RRQ puis le RQAP. Écoute, je capotais. J'étais là, aïe, aïe, man. J'ai à peine gagné 12 000 pièces imposables. Là. Puis vous me demandez vraiment d'envoyer un chèque qui correspond à 10% de mon revenu à peu près. Là. Vous êtes des astis de malades. Mais le pire, c'est que je comprends la justification qui te le demande de le faire, mais ça serait peut-être mieux qu'au lieu de te faire ça, quand on dit on va faire des transferts maintenant, il y en a que je comprends que c'est pour des transferts plus tard, comme le RRQ, mais peut-être aussi la meilleure chose, c'est d'arrêter de faire des transferts pour commencer puis réduire le taux d'impôt, ou même mieux, tu fais ce que j'ai toujours défendu qui... Je pense que c'est impossible politiquement parce qu'il n'y a aucun politicien voudrait se priver de du pouvoir-là de donner des privilèges. Mais c'est que tu introduis le revenu minimum garanti, tu slashes tous les ministères, puis tu dis voici la somme qu'on va assurer que tout le monde a de base. Puis après ça, tu as l'impôt négatif, ce qu'on appelle l'impôt négatif pendant une période, pendant une section de ton revenu. Puis là, au final, ce que tu as, c'est que là, tu es assuré que ton travail va toujours payer la même chose, indépendamment du nombre de dollars additionnels que tu gagnes. Ça serait vraiment le truc le plus efficace parce que là, maintenant, tu as des trucs étranges comme ce qu'on est en train de décrire où, ben là, au net, tu reçois des transferts, mais s'il n'y avait pas eu la taxe sur la masse salariale, ton revenu aurait été plus important. Donc, on n'aurait peut-être pas besoin de te donner autant de transferts pour que tu sois dans la même position. Puis là, en même temps, ça veut dire aussi que les gens ne veulent pas autant t'employer. Que c'est possible. Tu as comme plein d'affaires, ça crée plein de distorsions dans le marché, alors que le truc unique que je décris serait probablement bien plus efficace. Mais aussi, ça ferait que tu aurais moins besoin de fonctionnaires à l'Agence du revenu, moins besoin de fonctionnaires. Oui, puis rajoute à ça que la complexité et la distorsion dont tu parles là, depuis une couple d'années, elle a explosé. Parce qu'en plus de ça, maintenant, les citoyens ne sont pas tous égaux devant le gouvernement. Là, tu as une enveloppe de je ne sais pas combien de milliards pour du logement social, mais autochtone. Après ça, tu as une enveloppe de je ne sais pas combien de milliards pour genre Black People Enterprise, pas tant de choses. Là. Les subventions aux entreprises, ils sont vertes. Il faudrait quand même souligner que c'est des partis qui se disent libéraux, qui défendent ça. Puis il me semble qu'une des prémices du libéralisme, c'est que l'État n'a pas le droit de distinguer entre les gens, à moins qu'il y ait une utilité publique absolue. Donc, par exemple, que là, il y a quelqu'un qui porte une externalité. Donc, disons, moi, je suis mal. Là, ce serait comme la justification des vaccins, par exemple, là, où est-ce qu'il n'y a pas de coût. Il n'y a pas de coût pour moi, mais il y a un coût, mais il y a un bénéfice pour la société. Là, tu as une justification. Mais généralement, ces instances-là sont très limitées en termes de nombre, mais une fois que tu as pris ces petites affaires-là en compte, tu ne dois plus jamais regarder les caractéristiques des individus, tu ne dois plus jamais offrir un service en fonction d'attributs immuables des individus. Non seulement les gens ont les mêmes droits devant la loi, mais ils n'ont pas de privilèges devant la loi. Ça, c'est la partie que les gens oublient. Les gens sont égaux. Oui, ils sont égaux, mais ça veut dire que tu n'as pas de privilège devant la loi qui t'est donné en vertu d'une caractéristique immuable. Égaux, ça veut dire égaux. Ça ne veut pas dire égaux, puis d'autres sont un petit peu plus égaux. Hey Vincent, avant que je te pose la question suivante, je voulais avoir ton opinion là-dessus. Que penses-tu des Dodgers de Los Angeles qui ont mis en vente hier, à leur match d'ouverture, un Deep Fried Cheesecake? Oh, ça a l'air bon. Je voudrais essayer juste une fois, mais je pense pas que j'aimerais ça. Pour vrai, là. En fait, c'est ça mon problème. Quand je vois des affaires comme ça, je me dis, je veux essayer. Je veux juste essayer pour dire que je l'ai faite. Comme ça, mon bucket list a ajouté quelque chose.
Mais je pense pas que je dirais que je l'ai fait puis je le referais tout le temps. Peut-être que je serais. Mais tu sais, je l'ai fait avec une Mars Bar en Angleterre, qui était le Deep Fried Mars Bar. OK. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait une fois. Fait que tu sais, une fois. J'essaierai. Mais Après moi, tu as un genre de pontage là, qui suit après ça. Ah, solide. À ne pas essayer au Québec, hein, parce que vu les 9, listes d'attente. Tu fais 9, 1, 1, tu finis de manger, tu pèses le bouton. Ah oui, c'est clair. Hey, non, mais la question de base, quand même, par rapport à tout ça, c'est qu'avec ces déficits-là qui sont quasi permanents au Canada, est-ce qu'on peut anticiper que ça va nuire à la croissance économique éventuellement? Non, mais un peu juste avant Vincent réponde, oublie pas que selon l'autre parti libéral, c'était la chose à faire parce que c'est pas des dépenses, c'est de l'investissement dans l'avenir. T'essayes de me tuer. Okay. Êtes-vous d'accord avec ma proposition des traîner en cours pour plus de représentation? J'ai tagué l'avocat qui s'était occupé du gingembre. Je ne sais pas s'il va me répondre. Là. Mais écoute, tu sais que pour vrai. J'ai trouvé son nom, puis je suis sûr qu'il pourra embarquer dedans. Écoute, je ne suis pas un expert du droit au Canada, mais je sais qu'aux États-Unis, ce que tu as besoin, c'est du standing. Donc, tu dois être une partie qui est vraiment affectée directement par la dite mauvaise représentation. J'ai voté libéral une fois dans ma vie. OK? Donc, j'ai un standing. Donc, j'ai aucun problème à être une des parties. Puis même si c'est juste en joke, je pense que ça serait intéressant qu'on rit d'eux publiquement jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que peut-être qu'ils ne sont pas vraiment libéraux. Mais juste un truc sur la transition énergétique. OK? Je sais que vous autres, là, vous n'avez pas l'air d'y croire, mais moi, je suis vraiment agnostique sur si c'est bien ou mal. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui ferait que c'est possible ou non. Puis on va y aller avec le Jello Tree. C'est est-ce que l'État est capable de le faire? Est-ce que l'État est la personne capable d'identifier? Peut-être, parce que tu sais, on en avait parlé, j'avais dit qu'il y avait des limites naturelles à l'efficacité. Il y a des lois de l'énergie qui font que tu ne peux pas augmenter plus l'efficacité d'un certain moteur, d'une certaine source d'énergie, parce qu'il y a des limites naturelles. Donc, tu ne peux pas jouer plus que ça. J'oublie les noms exacts que ça a, mais c'est toutes des lois de conversion de l'énergie. Oui. Mais mettons que j'ai tort, mettons qu'ils peuvent augmenter ou ils peuvent trouver une manière où il y a une innovation, pas nécessairement dans la technologie elle-même, mais dans l'organisation industrielle qui fait que ça devient possible. Bien, c'est qui est le plus susceptible de découvrir ces alternatives-là? Des bureaucrates à Québec, des bureaucrates à Ottawa ou des entrepreneurs sur le terrain qui répondent aux signaux du marché? Il me semble que j'ai plus confiance dans le deuxième que dans le premier groupe d'individus. Transition énergétique, je suis plus convaincu que ça va se faire. Si elle se fait de manière privée. A beaucoup plus de chances de se réaliser de manière privée. Alors que de manière publique, je pense que ça peut même revenir contre nous parce qu'ils n'ont jamais, par exemple, l'air de parler de est-ce que c'est scalable? Est-ce que ça veut dire qu'on peut l'augmenter? Les choses qu'on fait. Présentement, l'automobile électrique, je ne pense pas que c'est super polluant, mais... C'est pas scalable. Mais c'est ça, mais la production, par exemple, de nickel, les prochaines sources de nickel que tu dois collecter ou de cobalt vont être encore plus polluantes à extracter. Donc, l'unité marginale de production va être encore pire. Donc, ils présument que l'unité présente est aussi polluante que l'unité subséquente, alors qu'il y a des bonnes raisons de croire que non. Fait que peut-être que même ça pourrait être pire si l'effet cumulatif dans le long terme est plus large d'augmenter cette production-là. Il y a plein de choses qui ne tiennent jamais en compte, mais qu'un bureaucrate ne peut pas tenir en compte parce que il n'y a pas d'information de prix qui lui revient, qui lui est surtout que ce qu'on fait, c'est pas comme si ce qu'on faisait déjà était arrivé au maximum de son efficacité. Là. Parce que quand tu regardes, mettons, les barrages d'Hydro-Québec, il y avait des bons articles de Thomas Gerbet là-dessus. Il y a une turbine sur 2 qui ne marche pas. Le barrage est en arrêt. On peut pas dire. Si tu me disais, hey, on est arrivé au bout du bout, là, toute notre machinerie fonctionne au maximum de sa capacité. Les barrages sont bien entretenus. On produit le maximum qu'on peut au moindre coût possible. Mais la réalité n'est pas là. Tu le dis souvent. Là. Il y a une décroissance de leur efficacité. Fait que, moi, je n'ai pas de raison de croire que c'est différent dans d'autres sphères. Puis l'autre affaire, c'est que moi, c'est l'argument qui est derrière. Ah, ben,
Oh non, on avait prévu arriver finalement à l'équilibre budgétaire en telle année, puis finalement, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que le président, à l'autre bord, il a décidé de garrocher 400 milliards dans des programmes. Fait que là, nous autres, on a calculé qu'il fallait faire 80 pour être équivalent. Premièrement, je ne comprends pas le calcul. 400 milliards aux États-Unis, ça équivaudrait à 80 au Canada. J'ai de la misère à comprendre le prorata. Je ne comprends pas. Il va falloir que quelqu'un m'explique. J'ai de la misère à comprendre pourquoi ces montants-là. Mais tu sais, je veux dire, en plus, c'est des programmes de subvention, en fait. Tu sais, grosso modo, je lisais un peu dans les détails Lyon du budget. électrique. Ben, c'est ça, puis c'est, mettons que tu avais une entreprise qui disait, ben, nous autres, on va s'électrifier avec des éoliens, ben, le gouvernement va lui rembourser 30 du coût des éoliens. Mais je veux dire, pourquoi les Canadiens, par leurs taxes et impôts, doivent payer pour que des entreprises s'installent des éoliens? Je comprends pas l'idée de ça. Là. Pourquoi on pense qu'un idiot serait capable de savoir qu'est-ce qui est bon pour le Québec ou le Canada? Parce que c'est un peu ça là, que les politiciens font. Là. Ils décident qui va être efficace dans la transition énergétique. Ben, remplacer politicien par idiot. Vous avez votre réponse. Oui, puis il y a un autre truc aussi il y a un truc en économie qui s'appelle la théorie du second best. Puis la théorie du second best, ça dit que des fois, si mettons tu as plusieurs problèmes, régler un des problèmes pourrait étrangement empirer une situation. Ça a l'air étrange, mais l'exemple ultime, c'est imagine que tu as un monopole. Le monopole va produire moins qu'une compagnie compétitive, oui. mais que l'activité du monopole aussi crée de la pollution. Right? Donc, dans ce cas-là, le monopole peut, parce qu'il interagit avec la pollution, l'effet d'être un monopole qui pollue fait en sorte que tu ne pollues pas, tu surpollues pas, tu produis exactement la quantité qui est socialement optimale, malgré le fait que tu es un pollueur, étrangement. Mais si, mettons, tu permettais la compétition dans ce secteur-là, ben, l'effet, c'est que tu vas augmenter l'externalité, tu vas augmenter la pollution parce que tu vas augmenter la production. Si tu élimines l'externalité aussi de l'autre bord, c'est-à-dire que tu décides, disons, de passer une taxe, ben, tu vas augmenter la perte sociale du monopole. Donc là, c'est des affaires où est-ce que, l'idée de ça, c'est que tu as tellement d'interactions entre les politiques publiques, là, c'est facile à voir dans le cas que je viens de dire, parce qu'il y a juste deux problèmes qui simultanément interagissent. Le nombre de problèmes d'interaction augmente exponentiellement, augmente à la même vitesse que le nombre de problèmes d'intervention que tu fais. Ben, l'exemple, c'est que dans un monopole, on dit souvent que les clients sont secondaires, le service à la clientèle est défectueux, ainsi de suite. Mais allez pas penser que les employés sont si heureux que ça de travailler pour un monopole non plus. Là. Exactement. Si le client est considéré comme un... Hein. Exactement. Fait que, ils vont donner de l'argent. Je pense que c'est facile d'avoir un bon salaire dans un monopole, mais avoir une satisfaction de la reconnaissance de ton travail, c'est une autre affaire. Si les clients sont vus comme des numéros, allez pas penser que les employés, c'est pas la même chose pour eux autres. Là. Ben, un autre exemple de ce que Vincent disait, c'est l'augmentation de certaines technologies vertes, entre guillemets, pour l'énergie, que ce soit l'éolien ou d'autres, est tout le temps jumelée avec l'augmentation de consommation de gaz naturel ou d'autres énergies, parce que vu que tu as une énergie intermittente, tu es obligé d'avoir une énergie alternative pour faire fonctionner le système quand le système principal ne marche pas. Oui, puis il y a de l'hypocrisie là-dedans, Frank. Je veux dire, si vous voulez vraiment réduire les gaz à effet de serre, investissez dans le nucléaire puis fermez vos gueules. Là. Je veux dire, la solution là, on la connaît, là, la solution. C'est d'ailleurs ce que l'Ontario, en partie, veut faire avec ce qu'on avait déjà parlé. Là. Les genres de mini-réacteurs qui sont gros comme des trailers. Là. Sacrez-moi à paix avec les moulins à vent et les miroirs magiques, comme dirait M. Gave. Les vraies solutions anti-gaz à effet de serre sont connues de l'humain. C'est de la grande hypocrisie, cette affaire-là. C'est comme dire, ouais, le charbon, c'est pas le fun. On pourrait le remplacer par le gaz naturel. Ouais, mais j'ai pas le goût d'être un défenseur du gaz naturel. Il me semble que c'est pas intéressant. Les compagnies pétrolières, OK, parfait. Ouais, on pourrait aller vers le nucléaire d'abord. Ah, ouais, mais là, le monde se rappelle de Tchernobyl. Fait que là, ouais, ma cote de popularité sera pas bonne, parfait. OK, on va aller avec les moulins à vent. Hey, ça, c'est parfait. Ouais, mais ça coûte un bras puis une jambe. Pas grave, le monde s'en calisse d'argent. Ouais, mais tu as un autre problème aussi là-dedans, moi, que je vois de plus en plus, c'est que on présente beaucoup ça comme des trucs urgents.
Tu regardes le langage qui est employé, la crise, l'urgence, l'empressement, la dernière chance, il est minuit moins une. Sauf que le problème, les amis, c'est qu'on s'est doté d'États. En tout cas, au Canada, c'est vrai, puis ailleurs, ça a l'air d'être vrai aussi. Là. On s'est doté de systèmes de réglementation qui fait que faire quelque chose, là, ça prend une éternité. Regarde juste les projets dont on parle. Moi, ça fait... Je suis arrivé à Québec en 2009. Ça fait depuis 2009 que j'entends parler d'un transport en commun qui va se faire. On est rendu en 2023. Il n'est pas fait encore. Fait que mettons que demain matin, il nous disait, on a pensé à ça, la solution, c'est le nucléaire. Là. Ben, avant de voir des usines construites et fonctionnelles, là, écoute, ça va prendre 25 ans. Là. La biométhanisation là, à Québec, l'usine de biométhanisation, ça a pris au-dessus de 10 ans, ce projet-là. Au-dessus de 10 ans à mettre en place. Puis, je suis pas sûr que ça roule si bien qu'on pense. Mais dans ces gens-là là, qui sont obsédés par ça, là, la réduction des GES, puis sauver la Terre, tout ça, ça vient jamais dans leur processus de réflexion, un moment donné, que c'est à cause de leur réglementation et de leur modèle qu'on peut rien faire, puis que ça prend une éternité faire n'importe quel projet, que ce soit du transport en commun, que ce soit... Tu sais, même le projet à eux prenne une éternité à faire à cause qu'il y a 2000 millions d'étapes, puis de règlements, puis de ci, puis ça. Fait qu'en fait, leur propre modèle leur empêche d'aller vers où ils veulent aller, en fait. Ah oui, puis on va aller les construire, les éoliennes, dans le fond de la Gaspésie. On va les transporter par camion aux places qui va y avoir du vent. Écoute, mais c'est drôle souvent, en fait. Regarde, le meilleur exemple, c'est le transport en commun, c'est un vraiment bon exemple. D'une part, quand on regarde, on compare les firmes privées qui font du transport en commun, donc on voit qu'il y a eu des privatisations, puis des places où c'est resté 100% public. Les endroits où c'est privé, les autobus sont généralement plus efficaces énergétiquement, donc ils émettent moins. Deuxièmement, ça c'est l'effet direct, mais il y a des effets indirects. Généralement, leur flotte en général va baisser encore plus parce que absence de pression politique, les bus vont être pleins. Ils vont choisir, ils vont faire les bus vont être pleins d'une part, mais ils vont aussi arrêter d'essayer d'avoir des projets qui sont politiquement visibles. Montréal, là, je suis encore sceptique de si Montréal devrait avoir un métro. Dans le sens que Montréal, c'est une ville qui peut s'étendre encore énormément. Il y a beaucoup d'espace. Il pourrait avoir beaucoup plus d'étalement à Montréal, mais les autobus feraient probablement la job très efficacement en termes de coûts, mais aussi, le métro ne pollue pas tant que ça. Mais dans d'autres villes, comme ils veulent faire le train pour augmenter le transport en commun, donc probablement l'autobus, c'est la meilleure manière d'augmenter. Donc, oui, parce que tu peux changer le trajet. Tu peux changer le trajet plus efficacement. C'était ça les arguments. Si vous retournez voir dans la littérature de quand ils ont enlevé les tramways, parce qu'il y en avait un à Québec, il y en avait dans plein de villes, ils les ont tout enlevés partout. Puis les arguments de l'époque, c'était enfin la modernité, les autobus arrivent. Maintenant, ton trajet, il n'est pas fixé dans le sol, il est mobile. Exactement. Fait que là, au lieu d'avoir... Mais les trajets sont politiques aussi. Hein? Quand tu vois un bus vide, tu vois un bus, là, tu le vois passer, là, il est complètement vide. Tu dis, il y a quelqu'un, quelque part, qui a mal planifié son affaire. Sauf si tu te dis, ouais, attends un peu. Le quelqu'un, quelque part, qui avait à planifier ça, devait prendre en considération qu'il y a une convention collective rigide. Donc, le chauffeur, tu ne peux pas y faire des chiffres coupés facilement. Que le conseiller municipal du district n'est pas content qu'il n'y ait pas de bus, puis il voulait une opportunité de photo-op. Il y avait un chum qui construisait un gros building, puis il avait besoin d'avoir un arrêt en avant, puis il avait besoin que son arrêt y aide à telle partie de la ville pour tel type d'employé. Finalement, tu te rends compte qu'il y en a 4 dans le bus, ça ne valait pas la peine. T'sais, toutes ces considérations-là amènent à de l'inefficacité incroyable. Alors, quand une compagnie privée va dire, la journée que tu arrives, puis tu dis, OK, voici nos trajets, les bus, ils roulent, là, tu regardes ça passer, tu analyses le trajet, tu dis, comment ça, j'ai 6 personnes dans ce bus-là? Là, tu t'attends un peu, là, il va-tu en avoir 6 demain à même heure? Oui. Le lendemain, il y en a encore 6 à même heure. Le trajet débarque le lendemain. Là. Ouais. Le trajet qui était là aux 15 minutes, il est rendu aux demi-heures. Jusqu'à temps qu'il y ait 40 personnes dans le bus. Puis à un moment donné, quand tu arrives, tu penses à ça, tu te dis, ouais, mais c'est quoi la conséquence économique? Ben, c'est une plus grande facilité à faire un profit éventuellement pour l'entreprise. Mais au niveau environnemental, c'est beaucoup moins de kilomètres parcourus par les autobus aussi. Là. Ouais, puis tu sais, juste dans ton calcul coût-bénéfice, moi, je trouve que le principe que tout le monde connaît, là, du 80-20, a complètement été oublié. Tu sais, je donne des chiffres fictifs parce que je ne connais pas les prix, là. Mais ce que je sais, c'est que le bus électrique vaut à peu près le double, sinon le triple, d'un autobus normal. Mais tu as payé, on va dire, 200 000 pour avoir un bus normal.
Lui, il te permet de rentrer, on va dire, 50 personnes à l'intérieur, donc t'enlever 50 personnes qui pourraient être dans une voiture. Tu doubles ça et ça te permet d'enlever quoi? Pas une personne de plus, ça te permet d'enlever l'empreinte de la bus, du bus lui-même. Oui. Ton coût d'efficacité, c'est... Tu sais, dans le fond, t'aurais été bien mieux de racheter un deuxième bus pour enlever encore une fois 50 personnes. Mais Je comprends pas le but de l'électrification de ça. Je vois aucune efficacité à ça. Ce qui a permis ça, Frank, c'est les taux d'intérêt extrêmement bas. Dans le sens que si tu es capable de financer ce type de projet-là en empruntant du 2 ben, il y a juste le 2 qui passe réellement dans ton budget. Le capital est mis direct sur la dette comme tel. Fait que ça te coûte 2 fois plus cher, mais c'est 2 d'intérêt. Écoute, c'est tellement pas grand-chose dans le budget à la fin de l'année que les politiciens s'en sacraient. Mais là, quand tu arrives et que tu commences à parler de taux de financement de 4, de 5, de 6 là, tu as un impact qui est direct dans le budget qui s'en vient. Moi, ma prédiction, là, c'est si vraiment l'inflation colle un certain temps, si vraiment les taux d'intérêt se normalisent sur une longue période de temps comme on voit présentement, on va vivre dans un monde où est-ce que les politiciens vont reprendre conscience que l'ampleur des projets qu'ils mettent en place, c'est important. Parce que si tu finances à du 5 ou du 6 là, à un moment donné, tu n'es pas en train de dire que money is no object. Là. Ça a un vrai impact sur ton budget. De la même façon que les gens, présentement, le vivent avec leur maison. La personne qui a acheté une maison de 500 000 et qui n'avait pas 100 000 de revenus de revenus familial, elle comprend qu'un taux d'intérêt à 5 c'est de la merde. Oui, mais je peux-tu... L'affaire des taux d'intérêt, il y a juste un truc, puis ça, c'est une pensée half-baked, là, fait que ce ne sera pas la plus éloquente que je vais avoir. Mais j'ai jamais compris pourquoi il y a une hostilité au taux d'intérêt élevé. Si tu exclues le rôle des banques centrales, un taux d'intérêt élevé, ce que ça veut dire, c'est que tu as un avantage à épargner. Ça veut dire que les gens regardent vraiment vers l'avenir. Juste philosophiquement, un taux d'intérêt bas veut dire que les gens vivent uniquement dans le présent. Il n'y a aucune valorisation de l'avenir. Fait que, tu sais, je comprends maintenant que c'est pas le fun étant donné les plans que tu as faits, mais si de manière permanente, okay, tu avais des taux, juste que l'économie fait que le taux naturel d'équilibre, c'est 6 ou 7 j'exagère. Mais ça veut dire que les gens veulent vraiment épargner, les gens veulent vraiment mettre de l'argent de côté pour l'avenir. Ça veut dire aussi que la croissance économique est très élevée parce que les compagnies sont prêtes à emprunter à 6 ou 7 ça veut dire que les investissements valent 6 ou 7 au minimum. Puis ça, c'est quand même un signe qui pourrait être positif. Puis présentement, le fait que pendant longtemps, on a été proche du zéro puis qu'on niaisait avec la ligne du zéro, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu malaisant. Ça amène des mauvais comportements autant au niveau des individus que des autorités publiques. En fait, ce qui est chiant, c'est oui, mais c'est pas ma meilleure pensée, là, parce qu'il y a un paquet de détails de macro, puis j'ai pas envie d'embarquer là-dedans, surtout que je suis pas le meilleur macro sur Terre, je suis un gars de Non, mais micro. je pense que ce qui dérange les gens avec les hauts taux d'intérêt en ce moment, mettons les taux qui augmentent, c'est qu'ils se tapent les deux. Ils se tapent des prix qui étaient trop élevés à cause que les taux étaient bas, et là, les taux remontent. T'sais, parce que la maison que tu as achetée 100 000 de plus en surenchère, elle n'aurait jamais été 100 000 de plus en surenchère si on avait eu des taux à 6 ça, tu as 100 raison. Là-dessus. Donc là, tu tapes le double whammy, tu tapes le prix qui est trop élevé à cause que les taux ont été trop bas, et tu tapes la hausse des taux en plus. Donc tu te fais, c'est comme un... On n'est pas encore dans... C'est l'ajustement qui est pénible. Parce que j'allais dire de quoi de vulgaire, là. Mais tu tapes deux fois de quoi de pas le fun. Tu allais faire une joke, je sais ce que tu allais dire. J'ai hâte de voir si tu t'en allais. Non, mais je pense que c'est là qu'il y a le problème. Là. Parce que si, mettons tu as des gens qui payent en ce moment une hypothèque puis ils ont 6 de taux d'intérêt, mais que la maison qu'ils ont acheté 100 000 de trop en surenchère était encore au prix, à son juste prix, il n'y en aurait pas de ce type de discussion-là. En tout cas, à mon avis, parce qu'on serait dans la même situation qu'on était en, je sais pas, 2015-2016. Regarde comment je suis un bon gars de marketing. Moi, Frank s'auto-censure parce qu'on est dans la version live et non pas Patreon. Ben regardez, abonnez-vous à Patreon si vous voulez avoir des Frank qui ne s'auto-censurent pas. Fait que finalement, vas-tu répondre à ma question maintenant, Monsieur Cheesecake? Là? J'ai dit, je t'ai répondu, Chris, baptême de tabarnak. Oui, Chris, quand tu réponds à une question, c'est 5 minutes, sacrément. Gros minimum pour une phrase. Oui, mais c'est une question de bouffe. Une bouffe, les questions de bouffe, ça se répond très simplement. Des questions d'économie, ça se répond plus largement. Une question après le cheesecake, man. C'était
est-ce que le Canada, qui ne fera jamais de surplus dans un horizon prochain, est-ce que ça va nuire à sa croissance économique? J'ai dit oui! T'as juste dit oui! Depuis quand tu fais ça? J'ai juste dit oui! Tu dis jamais juste oui à une de mes questions? Ben, t'es-tu content? T'es-tu en train de te plaindre? T'es-tu en train de te... C'est quoi ton problème, là? T'as-tu besoin que je te donne un... Tu veux-tu juste un câlin? Tu veux-tu un gros câlin? Tu veux un câlin bisou? Câlin bisou?